Bonjour YouTube, c'est parti pour le bilan culturel du mois d'octobre. Émission enregistrée sur Twitch comme d'habitude. Là, j'ai fait énormément de lectures ce mois-ci. Je suis pas allée beaucoup au ciné, mais on va un peu déblayer tout ça. On va essayer de faire vite, de parler par mots-clés, de faire le moins de résumés possible et vous expédier mon avis pour pas que cette émission dure 3 heures. C'est parti, on va faire ça tout de suite. Je pense que je vais essayer d'ailleurs de mettre en catégorie podcast, je sais pas quoi là. Catégorie talk show, c'est ça? Voir si ça change quelque chose. Hop, on fait ça. Chose qui était bien à Saint-Etienne, c'était les Verts. Alors, Ban Chevary. Non. Je suis absolument pas fan de foot, c'est juste par principe. Hop. Ah, les gros paquebots, c'est fait à Saint-Nazaire. On peut aller brûler des paquebots là-bas. Alors, est-ce que je me mets en discussion? Je vais me mettre en navigateur ou... Ouais, on va faire ça. Hop. J'attrape là. On va faire ça. Hop. Voilà. Voilà. On arrive. Donc, j'ai beaucoup lu. Là, je vois ma page de bullet journal où j'ai dû rajouter des lignes tellement c'était trop. Donc, je suis toujours dans Demon Slayer. C'est toujours aussi cool, c'est toujours aussi bien rythmé. Voilà. Je pense que je ferai un bilan plus approfondi à chaque fois quand j'aurai vraiment un truc à dire, mais je vais pas vous résumer chaque tome à chaque fois. Ça va être trop sinon. J'ai lu Isekai Gourmet, le tome 1. On est sur un truc un peu cliché, avec un groupe de personnages dans un monde de fantasy où voilà, ils vont voyager, il y a une quête, ils ont tous des caractéristiques, vraiment comme une guilde, tu vois. Et ils découvrent une nappe enchantée qui fait apparaître de la nourriture. Faut qu'ils pensent très fort à quelque chose dont ils ont besoin. Et ça fait apparaître de la nourriture, mais de la nourriture qui vient de notre époque, genre de la crème glacée, hop, je sais pas, voilà, de la crème glacée, des trucs en barquette, et du coup ils savent pas du tout comment ouvrir, comment ça se mange et tout. Et voilà, c'est rigolo. Ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est assez rigolo, assez pour que je l'ai acheté pour la médiathèque et que ça fasse plaisir à plein de gamins. Zone Fantôme, je sais pas si vous êtes connaisseur de Junji Ito, qui est un des maîtres de l'horreur du manga au Japon. Et Zone Fantôme, c'est alors j'allais dire c'est une réédition. Non, là c'est une première édition parce que c'est des nouvelles qu'il a écrites pendant le confinement sur une plateforme, je crois, type, c'est pas Webtoon, mais type Webtoon, quoi, une plateforme en ligne. Et c'est très bien comme d'hab sur Junji Ito. Si vous avez l'habitude d'en lire, il y a beaucoup dans Zone Fantôme des thématiques qu'il explore d'habitude, genre la thématique de la jeune femme belle et froide, de la Vierge, des fantômes, des villages abandonnés et de mythes aussi fantastiques japonais. Et c'est toujours incroyable, ces dessins sont incroyables et les designs hantent mes cauchemars, mais c'est super chouette. Donc c'est vraiment, voilà, c'est une suite de nouvelles, tome 1, parce que je suppose que du coup il va continuer à en faire peut-être sur cette plateforme. Je sais pas si ça va regrouper que des nouvelles qu'il a publiées sur cette plateforme ou prépubliées sur cette plateforme, ou ça va être
des thématiques autour de fantômes, je sais pas trop. Monsieur le commandant, Monsieur le commandant, c'est l'adaptation en bande dessinée du roman de Robin Slocombe, où on est en 42, où Paul-Jean Husson donc tombe éperdument amoureux de sa bru juive, voilà exactement, et du coup ça tombe mal, hein, forcément. Lui, il est clairement antisémite, mais en même temps, il tombe fou amoureux d'elle, et il va... Donc, Paul-Jean Husson, c'est un mec qui est genre... Je crois qu'il a l'Académie française, il est écrivain, c'est un notable et tout, machin. Il est pas du tout inquiété. Il est proche du pouvoir, donc voilà. Ça va lui permettre d'esquiver un peu, justement... que sa belle-fille elle soit arrêtée, tout ça. Et c'est vraiment une histoire assez malsaine, mais c'est pas mal foutu. C'est pas mal foutu, si vous aimez. Du coup, ça m'a un peu donné envie de lire le roman. À chaque fois. Voilà, vous voyez, j'ai trop lu. Je dois mettre plus, quoi, à chaque fois, là, maintenant. Monsieur le commandant, du coup, en BD. Chez Phileas. Blissful Land, ça, c'était super mignon, un peu dans le même style que Bright Story et tout ça. Là, on est au Tibet, donc c'est le tome 1 d'un manga. Tibet, 18e siècle. Dans un village au milieu des montagnes. On va suivre ce personnage masculin qui est apprenti médecin, qui adore les plantes, etc. Et qui revient un jour d'une cueillette et qui on va lui présenter sa fiancée, qui est venue d'une autre contrée. Voilà, on lui a donné un mariage arrangé, hein, comme ça se faisait beaucoup. Et du coup, ils vont apprendre à se connaître, leurs coutumes, et donc c'est assez chouette, c'est assez délicat, avec un dessin très doux, et ça donne l'occasion d'apprendre plein de choses sur le Tibet à cette période-là. Donc ça change un petit peu d'autres zones, on va dire. On a beaucoup eu des trucs sur l'histoire du Japon, pas mal sur l'histoire de la Chine aussi et tout, et du coup là sur le Tibet c'est sympa. Hop, toujours Tokyo Revengers. Donc peut-être j'en parlerai le mois prochain de pourquoi est-ce que je continue à lire Tokyo Revengers malgré le fait que clairement il va falloir un moment que ça s'arrête. Mais en vrai, actuellement je suis au tome 14. Je sais plus à quel tome ça commence, mais à un moment ça tournait un peu en rond et là on commence à voir notre héros, là où j'en suis, qui commence à se dire que en fait il commence à devenir fou, de revenir dans le passé, de faire des changements, que ça change des trucs, mais il y a toujours des gens qui meurent, il y a toujours des catastrophes. Et il commence à avoir... il commence à devenir fou et il commence à avoir d'autres rebondissements. Donc ça va peut-être relancer un peu la machine, ça va être peut-être un petit peu intéressant. Et ouais, je pense que ça va être dans les tomes qui vont venir là où je vais voir si je continue vraiment ou si je lâche l'affaire. 300 jours avec toi, tome 1. Je crois que c'est un manga en 2 tomes. J'ai lu que le tome 1, du coup, c'est une histoire d'amour entre un jeune garçon qui rencontre du coup cette jeune fille et en fait il prend sa main, je sais plus si c'est genre quand il les touche ou si c'est quand il établit une certaine connexion avec ces personnes, parce qu'il voit pas des chiffres au-dessus des têtes de tout le monde, mais en tout cas de certaines personnes oui, et elle il voit que il y a le chiffre 300 qui apparaît au-dessus de sa tête, et chaque jour il y a un chiffre en moins, donc c'est le nombre de jours qui lui reste à vivre.
Voilà, donc mine de rien, il va se lier à cette fille et voilà, par la force des choses, parce que c'est elle aussi qui le veut. Et il va pas savoir quoi faire avec ces chiffres qui défilent. Il va être tiraillé entre se lancer à fond dans cette relation ou se protéger ou la protéger elle, voilà. Donc c'est assez prometteur, c'est un pitch qui séduit beaucoup les ados. Là, j'en ai parlé à un groupe d'ados, de jeunes filles ados, elles sont à fond. Je pense que les histoires d'amour tragiques, ça leur parle à fond, quoi. La fête est finie, une BD de Mathilde Payenne, qui a l'air très inspirée de sa vie. Parce que c'est une jeune fille qui fait les beaux-arts à... Je crois que c'est à Angoulême. D'une ville de province en poche. Je crois que c'est Angoulême. Ou une ville par là en tout cas. Et qui après va vivre à Paris. Et du coup, il y a tout le truc de... qu'est-ce que c'est d'être étudiant en école d'art et après de monter à la capitale, d'essayer de travailler, il n'y a pas d'inspiration, de ce milieu un peu alternatif. C'est un peu un journal intime, ce qui n'a pas un but très précis, quoi, à part parler un peu de cette catégorie de personnes. C'est sympa parce que le dessin est sympa et qu'on sent bien l'ambiance école d'art, fanzine et tout. Après, c'est pas non plus... c'est pas la BD qui va révolutionner le genre non plus. Mais voilà, si vous aimez bien... Moi, j'ai un petit kink pour les BD qui se passent dans ce milieu-là. Donc voilà, mais... Et je pense que... Je sais que ça peut plaire à plein de monde dans mon milieu social. Mais si ça vous parle pas, vous pouvez passer votre tour. Vous ratez pas non plus grand chose. Hop. On redescend. J'ai vraiment lu trop de trucs ce mois-ci. Donc tome 5 de Demon Slayer. Tilisaurus, une petite... voilà. Après là c'est beaucoup de choses, genre je lis les premiers tomes un peu en diagonale des fois des BD que j'achète juste pour savoir un peu quelle tranche d'âge à quelle tranche d'âge ça s'adresse, quelles sont les thématiques pour en parler quand je dois conseiller. Donc ça c'est une petite BD type format les BD Kids, là, genre les Mortels Adèle et tous les trucs comme ça. Avec qui se passe dans une ferme avec des dinosaures, quoi. Donc c'est mignon pour les gamins à partir du moment où ils savent lire tout seuls. Il y a des petites scénettes qui s'enchaînent, c'est pas sur une page mais c'est sur 4-5 pages et ça c'est sympa, c'est coloré, le dessin il est sympa avec des dinosaures. Voilà, c'est vraiment le truc sympa à conseiller pour des gamins de 7-8 ans qui aiment bien les dinos, les histoires un peu rigolotes, légères, tout ça. J'ai regardé un peu parce que du coup, la Cabane Magique. Cabane Magique a un grand succès éditorial de la littérature jeunesse. Ça, nous on en prête des tonnes et des tonnes hein, de la Cabane Magique. Et il y a une adaptation bande dessinée maintenant. Et franchement, elle est pas dégueu. Donc en gros, la Cabane Magique, c'est les deux gamins, la Tom et Léa, ils vont dans une cabane, il y a des livres, hop, ils ouvrent un livre, ils sont projetés dans le livre. En fait, c'est presque Narnia, quoi. Narnia, ils rentrent dans une armoire et hop, ils sont dans un autre monde. Bon, là, c'est à travers un livre. Et le premier, c'est dans la vallée des dinosaures, pareil, sympa. C'est un peu plus épais, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Pour ceux qui ont aimé la Cabane Magique, pareil, on peut leur conseiller facile. Ou les BD type Club des 5, ou voilà, tous ces trucs-là.
Et franchement, j'étais assez surprise, c'est qu'au niveau du dessin, c'est très qualitatif. Parce que des fois, les adaptations de succès littéraires, on sait ce que ça donne. Hein. Donc je suis contente qu'ils en aient pas fait un truc dégueulasse. Les Sauveurs d'Esprit, un premier tome aussi de BD, pour les un peu plus grands, là, cette fois-ci. On va suivre la petite Sam, du coup, elle, qui... Ouh, elle est dégueulasse, cette couverture, là. Qualité, là. Qui peut voir les esprits, les fantômes, et je suppose qu'elle peut voir les fantômes de pas tout le monde, parce que là, elle en voit que quelques-uns. Et donc, elle va croiser... Donc, Louise, c'est une vieille dame qui donc voilà, elle a été enterrée anonymement dans le carré des indigents et elle se rappelle pas comment elle est morte, il me semble, et du coup elle va essayer de retrouver la maison où elle habitait, son mari, tout ça. Donc en fait c'est une petite enquête fantastique avec un dessin un peu spécial mais franchement sympa, franchement qualitatif. Qui plaira pas à tout le monde. J'ai une collègue qui a pas du tout apprécié le style de dessin, mais il est franchement qualitatif. Et même si on peut pas trop le voir avec cette image un peu dégueu là. Et voilà, bon, les petites enquêtes sous fond de fantastique, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un peu tendance en ce moment dans la BD jeunesse. Et c'était vraiment très cool. Ça m'a permis de parler d'Alzheimer, En fait, ça peut permettre de poser plein de questions aussi aux enfants. Amour croisé. Celui-là, on l'avait vu beaucoup sur les réseaux sociaux à un moment. Donc là, c'est une BD adulte. Amour croisé, c'est une BD de Laurent Safou et Camélia Blando. Chez Marabout, on va suivre une histoire d'amour entre ces deux personnages. Qui s'appellent, je me rappelle plus. Yari et Hyde, ou Id, je sais pas comment on prononce, on va dire Hyde. Yari et Hyde qui se rencontrent et il y a vraiment un truc qui se passe entre eux de fou. Mais lui, il est polyamoureux. Et elle va voir si elle arrive à dealer avec ça ou pas. Et c'est assez... En fait, c'est pas une BD genre juste sur le polyamour. C'est une BD sur plein de choses. Et c'est pas... Voilà, c'est pas... Parce qu'il y a ce genre de truc, ça aurait pu être une BD genre j'explique ce que c'est que le polyamour et je fais un guide pour les polyamoureux, mais c'est pas du tout ça en fait. En fait là c'est juste le polyamour, c'est juste le point de départ d'une histoire entre ces deux personnages et plein d'autres personnages qui gravitent autour, mais en fait ça parle de plein de choses différentes que les valeurs qu'on a, comment on se place d'un point de vue des relations amoureuses par rapport à notre entourage, notre famille, selon l'origine culturelle, raciale, sociale, d'où on vient, enfin voilà. En fait c'est juste une histoire d'amour dans notre monde quoi, actuel. Et c'est assez chouette. Hop. Hop. Je redescends à chaque fois. Ben voilà, on est toujours dans... Ouais, je les enchaîne bien. Déjà, c'est que je suis bien dedans là, les Demon Slayer. Ah, ça, c'était trop mignon. C'était trop kiki. 16e printemps, une BD jeunesse aussi. Coucou Vito, le Nord indépendant, bien sûr. Coucou. Je sais pas si t'étais... Je t'ai mis VIP Vito du coup. 16e printemps, c'était trop... Faut que je vous montre ça. C'est trop mignon. Donc on va suivre cette petite renarde qui va être à 5 ans, le jour de son anniversaire.
ses parents vont se séparer et vont l'emmener à la campagne. Son père va l'emmener chez ses parents à lui, donc chez ses grands-parents, et elle va vivre chez son grand-père et sa tante. Voilà. Et son père, sa mère, elle a plus jamais de nouvelles. Et son père, de temps en temps, il vient voir ses parents quand il y a un truc genre « Oh, regardez, je me suis mis en couple avec une autre meuf. Oh, regardez, j'ai fait un gosse. » Enfin, il va apparaître de manière très sporadique. Mais genre, toujours un peu... il s'occupe pas du tout de sa gamine, quoi. C'est pas... voilà. C'est pas, il vient de temps en temps, il l'emmène faire un ciné, quoi. Non, pas du tout. Donc voilà, donc elle est très en colère. Elle est très en colère, en plus elle va associer son anniversaire toujours avec cet événement, etc. Et en fait, du coup on va suivre 16 scénettes, 16 printemps, voilà. Enfin non, on va pas en suivre 16 du coup parce qu'elle a 5 ans. Bon, on va suivre plusieurs scénettes jusqu'à ces 16 printemps. Un peu significatif dans sa vie, on va la voir grandir et évoluer avec ça. Et elle va croiser aussi cette poule qui va quitter son monde de poules dans sa ville de poules où il y a que des poules qui vivent et qui font plein de bébés. Et elle fera jamais de bébés poussins. Et elle va vivre toujours toute seule, donc elle va toujours être rejetée par ses semblables. Et du coup, elle va arriver dans ce village de renards, du coup, où vit cette petite renarde. Et du coup, elles vont créer un lien toutes les deux, voilà. Et c'est extrêmement délicat, extrêmement poétique, un peu vraiment... c'est... Yeonbo, je suppose que c'est un auteur ou une autrice coréenne. Ouais, coréenne. Et... oh, je ne suis pas d'ici. Ok. Et c'est vraiment, voilà, comme ils savent très bien le faire les Coréens, c'est extrêmement délicat, extrêmement pudique, avec des choses où des fois, culturellement, nous, on n'est pas tout à fait en phase, genre sur le pardon ou sur la notion de famille, des choses comme ça, ou quelle place a le père dans une famille, mais c'est extrêmement beau, et voir grandir cette jeune fille qui va être extrêmement en colère, qui va du coup être un peu violente, un peu dans le rejet de tous au début, mais petit à petit va réussir à se construire, c'était très chouette. Et du coup, pareil, je pense que les enfants, à partir du moment où ils savent lire, après, ils auront pas mal de questions, mais il n'y a rien de choquant pour eux. Peut-être avec un accompagnement. Ouais, très très chou. Je dis je dois faire vite, mais à chaque fois, voilà. Spy Family, j'en suis au tome 8. Je commence un peu à être moins enthousiaste sur Spy Family. C'était trop bien au début. Et là, j'ai peur que, pareil, ça commence à tourner en rond. C'est toujours le problème des mangas à succès. Ils savent pas s'arrêter. Après voilà, ça reste toujours assez fun pour être lu. Et comme je l'ai pris à temps cette fois-ci et que je suis pas à la bourre, je lis les tomes quand ils sortent, donc je les enchaîne pas, donc ça me dérange pas. Bon, voilà, j'attends de voir la suite. Alors ça, Rooster Fighter, coq de baston, tome 1. Ça, c'était un délire. Une histoire d'un coq. Un coq très puissant. Un coq qui peut défoncer tout le monde en vrai. Qui va battre des kijous. Alors, je savais même pas que ça existait, ce terme kijou. Et je sais pas si... C'est presque comme des kaijus en vrai. Hop. Sauf que c'est des humains. Et je regarde, en vrai, ça se trouve, c'est un truc qui a été inventé. Monstre. Ah ouais, parce que quand je tape, je tombe sur des kaijus. Je sais pas s'il faut le dire kaiju du coup.
Bref, en gros c'est des humains qui deviennent complètement tarés pour différentes raisons et qui deviennent énormes et monstrueux et qui pourraient attaquer la ville comme Godzilla quoi en vrai. Sauf que du coup là cette fois-ci c'est un coq qui va les combattre. C'est complètement barré, délirant, c'est très drôle. Est-ce que ça va tenir sur 10 tomes? Je me suis pas mis à lire la suite. Mais en tout cas, c'est fun. Voilà, c'est très fun. En plus, les dessins sont assez cool. Et franchement, est-ce qu'il a l'air pas trop cool, ce coq, quoi. Moi, j'aime bien les trucs un peu délirants comme ça. L'ami colocataire, ça, c'est une BD que j'ai pas trop aimée. Je comprends le truc, mais moi, j'ai trouvé ça pas hyper délicatement fait. Déjà, j'ai pas trop kiffé le dessin. Donc j'ai eu à l'office, je l'ai pas acheté pour la médiathèque. On va suivre cette jeune fille, voilà, atteinte d'éco-anxiété, elle a beaucoup de mal pour se nourrir parce que c'est un peu genre, vous voyez ce truc d'être exemplaire, donc non, elle va pas manger des trucs qui sont pas de saison, des trucs qui sont pas bio, qui sont pas... Enfin, voilà, elle se met toute une contrainte dans la nourriture. Bon, on sent qu'elle a eu des gros problèmes dans sa famille, dans son enfance. Et elle va avoir un truc là, un espèce de monstre qui l'accompagne toujours et qu'elle voit toujours à côté d'elle, comme un ami imaginaire et à qui elle parle. Et du coup, elle est à la fac, elle va chez le psy, et à chaque fois, c'est une angoisse d'aller dans sa famille. Et j'ai vu où voulaient en venir les auteurs, j'ai vu les sujets que ça voulait aborder, qui sont... Il y en a... Voilà, ça faisait beaucoup de sujets, c'est très actuel, mais moi, j'ai trouvé que sur la forme, c'était raté. Déjà le dessin j'ai pas trouvé fou et j'ai trouvé que ça voulait parler de trop de choses sans du coup des choses assez dures, mais du coup c'était pas assez touchant, mais c'était pas non plus assez profond pour que ça soit intéressant par rapport à plein d'autres choses qui parlent des mêmes sujets, l'éco-anxiété, l'inceste, les problèmes de violence familiale, plein de choses. Vivre dans notre monde quoi, actuel et tout, mais ouais, non, j'ai pas été convaincue. Après, voilà, alors le bleu du ciel dans ses yeux, petit manga qui parle de musique, de fantômes. Ouais, je crois qu'il y a des fantômes aussi. Voilà, je vais pas en dire grand chose parce que c'était assez léger ce début. J'avais un peu envie de savoir la suite, mais en vrai, parce qu'il se passait pas énormément de choses dans ce premier tome. Voilà, je vous lis le petit résumé. Aoi, une lycéenne de 17 ans passe son temps à jouer de la basse au lieu de préparer ses examens. Elle inquiète sa sœur aînée Akane qui endosse le rôle de parent. Lorsqu'un jour Aoi voit apparaître sous ses yeux un certain Shino, il ressemble étrangement à Shinosuke, l'ex-petite amie d'Akane, partie vivre à Tokyo après le lycée et dont elle n'avait eu plus de nouvelles. Je sais pas combien il y aura de tomes. Je sais pas combien il y aura de tomes, mais du coup ça annonce un peu de fantastique, ça annonce de parler un peu de musique, un peu tranche de vie, voilà. Sympa, mais bon, il y a mieux dans ce genre-là, quoi. On avance. Celui-là était mieux, j'ai trouvé. Loin de moi, près de toi, apparemment c'est un film Netflix. Je sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Hop.
on va suivre cette jeune fille qui a un masque de chat et peut se transformer en chat. Elle est un peu toute faux-folle, elle est amoureuse d'un garçon qui s'appelle Kento, qui, quand elle était plus petite, ils ont eu un moment un peu où ils se sont rapprochés et depuis elle est grave amoureuse de lui et en fait lui il tire toujours la gueule, il a l'air toujours un peu triste et du coup tous les matins elle lui fonce dessus et elle essaye en gros elle veut essayer de lui donner le sourire, voilà, de le provoquer pour que pour vraiment le voir sourire parce que vraiment son sourire quand ils étaient enfants, vraiment ça l'a marqué. Et elle y arrive jamais, mais quand elle revêt son masque de chat et qu'elle va le voir du coup chez lui, c'est des moments où elle arrive à retrouver ce sourire là. Voilà, donc ça c'est le premier tome, il se passe vraiment juste ça, mais c'est très sympa, très touchant. Je suppose que du coup ça sera pas très long vu que ça doit faire, c'est juste un film. Du coup c'était très très cool. Je pense que c'est un peu mystérieux parce que à la fin du premier tome on comprend pas si quand ils étaient gamins là et qu'ils se sont retrouvés sous la pluie tout ça machin, elle était enfant, elle était humaine ou elle était un chat en fait. Donc je pense qu'il y a un mystère et du coup à voir dans la suite ou dans le film du coup. Et c'était vraiment chouette. Le film Moins de moi, Très de toi est vraiment incroyable. Ah, est-ce que du coup l'animation, coucou, comment dire, ton pseudo Waxes. En tout cas, ouais, moi j'ai trouvé ça très délicat, très chouette comme premier tome. Et pareil Ah, Rose, ok, Rose. À conseiller, pareil, pour des... Ça, c'est typiquement le genre de manga que je vais conseiller pour les parents qui veulent des mangas pour les enfants, mais vous voyez, un truc pas trop violent. Ça, c'est typiquement le genre de manga que je vais conseiller pour eux. Histoire un peu délicate, voilà. Là, c'est une BD Musidora, Elle était une fois le cinéma. C'est une BD sur Musidora, comme son nom l'indique, Jeanne Roch, qui est donc la première vamp de l'histoire du cinéma. En fait, elle était dans le film Les Vampires. Une série de films, je crois que c'était. Et du coup, c'est une femme qui est devenue comédienne au théâtre. Je crois qu'elle vient du cabaret, quelque chose comme ça. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a pu prendre de plus en plus de place au cinéma parce que déjà, c'était une époque où il y avait beaucoup d'hommes qui partaient au front. Donc les femmes ont eu beaucoup plus de place au cinéma. Et du coup, elle a pu aussi faire carrière à cette période-là parce qu'on laissait plus de place aux femmes. Et du coup, c'est une BD qui retrace son parcours. Voilà. Et pareil, donc elle avait ce truc, je pense qu'on peut chercher. Elle avait ce costume. J'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs qui soient trop... qui soient censurés. Ce costume qui était hyper choquant pour l'époque, parce que c'était un costume extrêmement moulant. Et du coup, ça fait beaucoup parler. Hop. Alors après, c'est un peu bavard comme bande dessinée, il y a beaucoup de textes. Pour une BD pas très 64 pages, hein, c'est pas un gros pavé, c'est pas un gros roman graphique, mais elle était franchement intéressante si vous vous intéressez au cinéma, à l'histoire des femmes dans le cinéma. Hop.
Bah, je continue à lire Blue Lock, voilà. Ça, pour moi, ça se lit en un quart d'heure, c'est vraiment du pur shonen. Moi, on m'a mis du Battle Royale avec du foot, je suis contente. On dirait vraiment que j'ai 5 ans, quoi. Ah là là. Peut-être va-t-il réussir à être premier à la fin. Au moins, je pense qu'il y aura une fin. C'est vraiment le genre de manga, c'est vraiment du pur divertissement, quoi. Irma Vep, oui, c'est ça, Irma Vep, Vito, Musidora. C'était le nom du personnage, ouais, dans les vampires. Hayati, alors Hayati, j'ai pas été convaincue par cette bande dessinée jeunesse. C'est dommage. Il y a une série. Ah, si c'était une série du coup, les vampires. Ou il y a une série qui a parlé de ça. Alicia Vikander. Attends. C'est peut-être pour ça que ça a pu se sortir. Ah, il y a une sortie qui. Ouais, effectivement, il y a une série qui s'appelle Irma Vep. Tu l'as regardé? C'était intéressant. Non, pas vu, ok. Mais oui, effectivement, visiblement, il y a une série qui est passée sur Canal, je crois. Donc Hayati, ouais, ça m'a pas convaincue. On va suivre cette jeune fille dans une Inde ancienne et fantastique. Voilà, effectivement, elle est élevée par son oncle et sa tante, mais franchement, ils la battent, ils veulent la marier à quelqu'un, enfin, vraiment rien ne va. Et elle va découvrir un don, quoi. Et après, c'est Aladdin, en gros. Non, il se passe trop de trucs. Elle a des pouvoirs. Après, elle a des pouvoirs. Elle a un petit compagnon. On dirait qu'à un moment, il y a le génie de la lampe et Jafar qui sortent tout droit de je ne sais où. Et tout se déroule trop vite. Il y a quelqu'un qui dit assez déçu par le texte, j'ai trouvé très peu subtil. Ouais, moi aussi. Je trouve que tout va trop vite, c'est ça. Il y a combien de tomes? Putain, j'allais être prise. J'étais prête à me lancer dans une histoire un peu fantastique. Un peu sympa avec une héroïne un peu cool et tout, mais franchement, non, j'ai pas été convaincue. Je peux même plus vous dire ce qui se passe tellement ça allait trop vite, quoi. Elle découvre qu'elle a un pouvoir et après elle est pourchassée et après c'est résolu, quoi. Enfin. Alors ça, c'était rigolo. Tête de pioche. Tête de pioche. On va suivre cette petite gamine qu'on surnomme Tête de pioche, qui vit dans un chalet, voilà, avec sa mamie et son papy. Elle a un sacré caractère et sa grande sœur, elle est partie vivre la grande vie un peu partout. Et là, elle joue dans un cabaret, je crois, dans le Bayou, et elle envoie une invitation, mais sans se dire que ses grands-parents et sa sœur, ils vont venir. Mais Tête de pioche se décide à faire le trajet depuis sa haute montagne enneigée jusque dans le Bayou. Et c'est une BD, pareil, de 47 pages, vraiment du franco-belge classique jeunesse et tout. Mais, et ça, vraiment, c'est pareil, il se passe énormément de choses, ça va hyper vite. Mais c'est hyper, je sais pas, ça s'enchaîne super bien et c'est très fun. Et à conseiller à des enfants qui aiment l'aventure et l'humour, c'est très très cool. Et après, je me demande comment ils vont en faire une série. La suite de Tokyo Revengers, du coup je vous ai dit ce que j'en pensais. Le bestiaire du crépuscule, très très belle BD. Très 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 belle BD. Je trouve que graphiquement c'était époustouflant comme bande dessinée. C'est tout du noir et blanc avec des couleurs juste sur les créatures fantastiques. Les moments de complet fantastique sont en couleur. Donc déjà c'est très beau.
Et c'est quelque chose qui est un hommage à Lovecraft. Voilà. On va suivre son gardien. Enfin, le gardien, non. On va suivre le gardien d'un parc qui va trouver un livre étrange, voilà. Et ce livre va libérer, oui, tout un tas de bestiaires complètement fous. Et ça a créé plein d'événements dans le parc. Et il y a un peu plein de personnages un peu loufoques. Ça fait penser un peu, en plus du Lovecraft, à un délire un peu Alice au Pays des Merveilles. Mais je suppose que... Je suis pas une spécialiste de Lovecraft, hein. Je suppose que c'est des univers qui se rapprochent. Et voilà, il va y avoir tout un récit avec plein de personnages et de créatures qui vont s'enchaîner. Et une mise en abîme avec un texte, une nouvelle de Lovecraft insérée dans le récit. Et c'est magnifique, et si vous aimez Lovecraft, je suppose que c'est un ouvrage qui vous ferait plaisir, ou si vous avez des amis, de la famille, des personnes fans de Lovecraft autour de vous, n'hésitez pas à offrir cette bande dessinée, elle est vraiment très très belle et très très chouette. Hop. Pas accroché à Lovecraft, ouais, je peux comprendre. C'est quand même un délire, hein. C'est quand même un univers... Moi, j'ai beaucoup lu, vu, joué à des jeux vidéo d'inspiration d'univers Lovecraft et que j'adore, mais j'ai jamais réussi à lire du Lovecraft en entier. Donc, pourtant, je serais cliente, quoi. Ça a été une grosse déception. Okay. Pareil, je lis la suite de Kaiju numéro 8, Kaiju number 8. C'est cool, ça reste très très cool pour l'instant, encore du gros shonen. Vraiment, heureusement que je sais que je vais finir les Demon Slayer, parce que là j'ai entamé trop de shonen en même temps. Normalement j'étais censée lire One Piece aussi en même temps, hein. Et je pense qu'il va falloir que je me calme, et je sais pas lequel je vais laisser tomber en premier. On verra, ça va... Là, vous voyez, ça va vraiment dire quelque chose de... de la qualité de ces shonen. Quel est le premier que je vais laisser tomber? Mais pareil, Kaiju number 8. Je sais même pas comment disent les jeunes, s'ils disent numéro 8. C'est comme Spy Family en fait. Comme j'ai pris dès le début, ça va, je me lasse pas trop pour l'instant parce que je les lis pas trop à la suite. Je fais pas du binge reading. La bête Lakicorn, une BD de Kay O'Neill. C'est la personne qui fait du Dragon-T là. La série du Dragon-T. Et c'est une jolie petite BD sur l'écologie. Pour les plus jeunes, pareil, dès 7-8 ans, pas de soucis. Très mignon, avec des jolies valeurs, voilà, très kikinou quoi. Très kikinou. Sur un village, un petit village qui se fait régulièrement détruire et qui a un rapport avec l'océan particulier. Et du coup, c'est vraiment pour parler de la protection de l'environnement, la protection des océans, le remettre, enfin voilà, un truc un peu anticapitaliste, de pas prendre plus que ce qu'on a besoin, etc. Ah, je crois qu'on est arrivé à ce moment-là. Le temps des ombres, ça j'ai vraiment kiffé. Je trouve que c'est une super chouette BD, un premier tome de BD. Regardez comme c'est beau aussi, cette magnifique couverture.
En plus, normalement, là, c'est doré. Le temps des ombres, tome 1, on va suivre ces 2 petits personnages là, dernier printemps. Ça me fait penser un peu à pas mal de BD qu'il y a eu ces derniers temps, que ce soit les bergères guerrières, un peu Ultra Laser aussi, ou même Lightfall, un peu ces BD un peu fantastiques jeunesse. Donc là, c'est j'allais dire, c'est pas un 300 pages, mais c'est 82 pages quand même. Mais bon, c'est pas un gros pavé là, comme Lightfall ou comme 5 mondes, etc. Alors, je vous lis le résumé, parce que là, je commence à être à court de, de réflexion. Un mal étrange s'empare des habitants des habitantes et habitants du village d'en haut, qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. La jeune Mycène, donc elle avec ses longs cheveux là, herboriste, tente toutes les recettes qu'elle connaît pour les soigner en vain. Il ne lui reste qu'un seul remède potentiel. Malheureusement, pour le concocter, elle doit se rendre au village d'en bas. Le fief, son ennemi de toujours, l'alchimiste Rock, lui là, le petit garçon en face. Malgré leurs différences, les 2 protagonistes vont devoir faire quête commune. Il en va de la survie de leurs semblables. Le temps des ombres menace. Donc vraiment un premier tome de mise en place du monde, des personnages et du danger vraiment qui l'advient et qui va faire que ces 2 personnages vont être obligés de s'allier pour entreprendre un grand voyage, probablement, pour sauver l'humanité. Et vraiment très chouette. Très chouette à conseiller à les gamins à partir de 8 ans. Voilà. Très beau, très bien rythmé, très bien écrit. J'ai lu enfin. Enfin, je l'ai lu. Parce que, quand je l'ai acheté pour la bibliothèque, il a été réservé 10 fois. Du coup, je me suis dit, je vais pas le monopoliser. En plus, c'est un truc de 200 pages. C'est bon, je sais que je l'aurais pas lu en une soirée. Donc, allez, hop, je le fais partir et je le réserverai. Bon, suspense, il a été réservé encore 10 fois après moi, donc mais bon, j'ai quand même choisi de prendre ma place dans la file. Le monde sans fin de Jankovici et Blin. Énorme succès de librairie, effectivement, gros succès. Très intéressant, c'est de la bande dessinée documentaire du coup. Entre du coup Blin, c'est le mec qui avait fait... les Quai d'Orsay que j'ai. Ou plein de... Bon, il a fait beaucoup de choses, hein, Blin. Gus aussi, c'est très connu. Il a participé à la série Donjon et tout. Donc, Blin le dessinateur et Jean-Marc Jancovici qui est spécialiste des questions énergétiques, voilà, qui a fait un homme très connu. Et du coup, ça parle de climat, ça parle des questions énergétiques et des questions climatiques. Ça remet en perspective plein de choses. J'allais dire, c'est pas trop culpabilisant. Moi, si, quand même, parce que ça parle de... C'est pas que je suis contre les trucs qui culpabilisent les consommateurs, mais ouais, sur certains points, je trouve que ça nous remet un peu trop en question par rapport à... J'aimerais que ça remette plus en question la classe politique. En vrai, ça le fait aussi, mais voilà, bon, bref. Ça, après, c'est juste mon point de vue. Mais par contre, c'est très clair. C'est très clair, c'est beaucoup plus simple à lire que ce que je pensais. Je pensais que j'aurais beaucoup plus de mal, et en fait, je l'ai lu en quelques jours. Hein. Pas une nuit non plus, mais je me le suis pas traîné des mois. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont quand même un petit peu... qui se questionnent un petit peu sur le sujet, mais qui sont pas non plus des spécialistes,
qui veulent un peu creuser ces questions-là, mais lire des essais sans images ou quoi que ce soit, c'est trop... C'est trop compliqué pour eux, c'est trop ardu. Franchement, c'est une bonne porte d'entrée, on va dire. Et bon, après, moi, je suis pas une spécialiste, mais bon, c'est quand même des questions qui m'intéressent et j'ai quand même appris des choses. Et comme c'est... En fait, je sais pas si j'ai appris des choses, mais en tout cas, c'est comme c'est imagé, y a des choses qui me retiennent, que je retiens beaucoup mieux, genre les échelles entre, par exemple, la consommation de différents types de viande, ou les différents moyens de transport, combien ça consomme en énergie, ou de voir les courbes sur qu'est-ce que représente genre le nucléaire ou les énergies renouvelables dans la consommation énergétique, enfin voilà, plein de choses comme ça. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, voilà. Bon, après, Le Monde sans fin, clairement, c'est pas un bouquin qui a besoin de moi pour être vendu ou pour être emprunté à la médiathèque. Du coup, en tout cas, ça montre qu'il y a du monde qui est intéressé par ces questions. Oh, j'ai lu énormément de BD jeunesse, hein, quand même, ce mois-ci. On arrive au 27 octobre, on arrive bientôt à la fin. Masque. Une nouvelle série de BD jeunesse chez Le Lombard de Kit Toussaint et Joël Jurion. Kit Toussaint qui a fait beaucoup de trucs, hein. J'ai l'impression que je le vois beaucoup en ce moment. Là, on va suivre plein d'ados à travers le monde qui vont être liés à des masques qui vont leur donner des super pouvoirs. Wow. Ça c'est cool. Et puis voilà, il y a des gens très mal intentionnés qui vont vouloir récupérer ces masques, voilà. Mais attention, un masque puissant est tombé entre de mauvaises mains, il va falloir s'allier et le récupérer avant qu'il ne soit trop tard. Bien sûr, pour sauver le monde, comme de par hasard. Mais voilà, c'est assez cool, c'est assez dynamique, je pense que les gamins vont adorer. Les persos sont assez bien écrits, c'est assez chouette. Bon, ils ont tous leurs petits trucs, la jeune fille qui a été adoptée, le garçon super pouvoir. Heureusement qu'ils sont là quand même. Franchement, hein. Franchement. Ouais, voilà. Franchement, c'est pas mal. Voilà, ça mentionne un certain thème abordé. Voilà, excision, transition, la transidentité. Il y a plein de thématiques. Ça se fait beaucoup maintenant, mais je trouve que c'est chouette que ça soit des thématiques soient abordées dans des... Enfin voilà, que ça soit pas juste une BD, on va parler de la transidentité et on parle que de ça. C'est bien hein, qu'il y ait des bouquins là-dessus, mais à force ça fait d'identité un problème en fait, comme si c'était juste quelque chose, un sujet à lui-même dans lequel on pouvait parler et que juste, en fait, c'est pas des gens qui avaient une vie déjà en règle générale. Et donc voilà, donc il y a de plus en plus de BD jeunesse avec des personnages qui ont ce genre de caractéristiques, comme en fait dans la vie, on a tous des caractéristiques, quoi. Il y aurait tellement moins de livres ou de films sans eux. C'est vrai, il faudrait, pendant 1 an, on arrête les super pouvoirs. Ça sera un délire. Hein. Ah ben... Allez. On parle de transidentité et là, on est sur encore quelque chose... là. C'est un délire, cette bande dessinée. Elle est incroyable, hein, mais Renée au bois dormant.
là, ça va parler d'énormément de thématiques et c'est surtout, attention, c'est vraiment, si vous n'avez pas le moral, ne lisez pas cette bande dessinée, vraiment, elle est assez lourde. C'est pas lourde, genre pas subtile, elle est très subtile, mais c'est une ambiance assez pesante, avec des dessins incroyables par contre. René n'est à sa place nulle part, ni dans l'appartement qu'il partage seul avec sa mère, femme absente aux manières froides, ni avec les autres enfants de son école, ni dans cette ville canadienne trop grande. Hypersensible, sauvage, il est sujet aux évanouissements durant lesquels il voyage dans des mondes fantasmagoriques. Au cours de l'un d'eux, il part à la recherche de son lapin qui s'est enfui. René bascule, son lapin en peluche, un doudou qu'il a, en vrai. René bascule alors dans un monde peuplé de créatures aussi terrifiantes que bienveillantes, sorcières sensuelles et cannibales en souffrance, ogres mangeurs de lumière, créatures sans mémoire ou géants au cœur simple. Côtoie René qui lui-même se métamorphose au gré des rencontres. Il devient René, avec un E, fleur, chatte, arbre, et revisite les mythes fondateurs des Premières Nations, peuples autochtones canadiens. Mais où s'arrête le rêve, et qui rêve véritablement? René, petit garçon à la recherche de son lapin, René, homme au crépuscule de sa vie à la recherche de ses blessures enfouies, ou encore Judith, sa fille, à qui René révélera la terrible histoire de son enfance volée et de sa véritable identité par l'intermédiaire du rêve. Je sais pas si j'ai beaucoup envie de vous en parler parce que c'est une bande dessinée où justement il y a un mystère qui plane et c'est ça qui est hyper intéressant. Et à la fin on comprend de quoi la BD voulait parler depuis le début. Et ouais, c'est hyper dur, c'est hyper dur, c'est hyper émouvant. Mais c'est hyper beau. Et les dessins sont magnifiques. Il y a des gens qui ont été un peu... Il y a soit des personnes qui ont été sceptiques, soit des personnes qui ont été très émues. Moi, j'étais très émue par cette bande dessinée. Je peux comprendre parce que du coup, c'est pas une BD hyper facile d'accès, quoi. Il faut s'accrocher, la lire jusqu'au bout pour comprendre de quoi ça parle déjà, donc... Hop. Hop, on a reçu le dernier Sandrine Deloffre art et essai. Je sais pas si vous suivez Sandrine Deloffre sur les réseaux, mais bon, moi elle me fait mourir de rire, du coup je crois qu'on a un peu... je sais pas si on voit les cartes de désaveu qui sont là-haut, et puis Contes et légendes aussi, qui sont dans le cadre. Voilà. C'était cool. Tant que nous sommes vivants, l'adaptation en BD par Frédéric Biel du roman de Anne-Laure Bondou. Anne-Laure Bondou, c'est une autrice qui est de romans, qui fait aussi des romans adultes, je crois, mais qui est principalement une autrice de romans jeunesse. Je crois qu'elle a fait des choses peut-être aussi en... Ah oui, genre je crois que ça c'est en adulte, avec Jean-Claude Bourleva. Mais... L'Aube sera grandiose, c'est un de mes bouquins préférés. Et... J'ai pas là Les larmes de l'assassin, que j'ai lu aussi. Les larmes de l'assassin, c'est un de mes romans préférés aussi jeunesse, c'est incroyable. Bref, c'est une autrice de romans jeunesse que j'aime énormément. Et donc il a écrit ce roman Tant que nous sommes vivants, là, qui est adapté par Frédéric Biel. Et moi, je m'imaginais pas du tout ce roman comme ça, mis en image. Mais fort est de constater que ça marche très bien, que c'était très beau. Que c'est une très belle histoire et ah bon, alors voilà, je suis pas, comment dire, vu que je suis une lectrice des romans, je vais toujours me dire ah oui, mais il y a encore plus de profondeur dans les romans, bien sûr. Le temps qui passe dans les romans, c'est différent d'une BD où on peut tourner les pages beaucoup plus vite déjà. Et moi j'aime bien, j'adore les bandes dessinées, je lis principalement des bandes dessinées, mais j'aime bien ce truc du temps qui s'étire dans les romans aussi, qui je trouve va très bien à Tant que nous sommes vivants par exemple.
parce qu'il y a des grands moments de marche et d'espace sans rien. Et ça marche très bien avec le roman, mais il y a aussi, là, dans cette BD, des grandes doubles pages de paysages qui sont très belles aussi, et qui, voilà, on va juste dire, c'est 2 manières différentes d'appréhender ce monde-là. Et donc, le synopsis, fuyant la guerre, un homme et une femme se sont réfugiés dans une forêt inconnue. L'homme beau est un colosse, la femme Ama a perdu ses 2 mains. Elle donne naissance à une fille, Tsel. Tous 3 sont bientôt recueillis par un petit peuple vivant sous terre dans un immense refuge, un véritable dédale de galeries, le bas. D'où viennent Boama? Quels malheurs ont-ils subi? Qui les ont forcés à quitter leur foyer? Quelle est leur histoire? C'est une magnifique histoire de famille, d'amour, de guerre, et franchement, allez-y, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne peut pas être touché par cette histoire. Alors ça, je l'ai pas lu en entier parce que j'avais pas le temps, mais je l'ai pas mal feuilleté, c'était très chouette, c'était le conseil d'une collègue pour qu'on l'achète, et j'ai bien fait. C'est donc, et à la fin il meurt, la véritable vérité sur les contes de fées. C'est une BD qui va parler des contes, de plein de contes différents, de l'origine des contes, des différentes versions des contes, et à quel point c'était pas du tout pour les enfants à la base, ou alors pour vraiment leur inculquer enfin leur faire passer des messages qui ne sont pas du tout ceux de Disney, quoi. Et c'est, enfin, c'était comme à quel point c'était atroce les contes de fées. Et donc le premier, je crois que c'est Cendrillon, et il y en a plein d'autres, elle les passe en revue, et donc il y a un peu à la fois des petits côtés historiques de voilà où sont nés les contes de fées, genre il y en a qui sont nés en Chine, après il y a très longtemps, après ça a été retrouvé genre en Italie, etc. Et c'est très chouette. Et donc c'est pas du tout pour les enfants, hein. Je crois que d'ailleurs c'est la première page, c'est... tiens, on a offert au petit Timothée de 5 ans un livre sur les contes, et après on le voit hurler en ouvrant le livre, parce que c'est que des trucs atroces avec des gens qui meurent, des décapitations, de la torture, des viols, des trucs comme ça. Vive les contes. Satanisme et éco-responsabilité de Loïc Sécheresse. Alors apparemment je crois que c'est un truc qui était sur Webtoons à la base. Je crois que c'était sur... Je vais essayer de voir. Je sais pas si vous lisez sur Webtoon, vous... Oh mince. Oh la flemme. La flemme de me reconnecter. Bon. Je suis pas connectée. Bref. Il me semble que c'était un truc sous Webtoon. C'est des strips de 1 ou 2 pages en tout cas. Sur Satan, qui a décidé d'être écolo et de faire la morale, faire de la morale. Je sais pas si c'est dire ça, faire de la prévention. Et du coup, il va avoir toute une secte, tout un mouvement écolo autour de Satan qui va être renommé Chaton. Donc en vrai, c'est des petits strips humoristiques autour de l'écologie, c'est assez rigolo, assez sympa. Hop. 208 pages, moi je trouvais que c'était un peu long quand même. Il y en a, j'ai sauté un peu au bout d'un moment. Et c'est tout pour mes lectures. Après, c'est novembre. Wow. C'était beaucoup. C'était trop. C'était trop, les gars. Déjà. Et du coup, je vais passer à... Est-ce que vous avez lu déjà des trucs sympas? Avant que je passe aux séries, films. Je pense que je vais pas vous montrer les bandes annonces cette fois-ci. Parce que déjà, à chaque fois après, j'ai des problèmes sur YouTube.
et que flemme. Et que j'ai pas vu beaucoup de films de toute façon ce mois-ci, donc ça va être tranquille. Hop. Si vous avez rien lu, vous avez rien à me conseiller. Mais c'est bien, conseillez-moi rien parce que j'ai trop de trucs à lire. C'est trop. Faut que j'arrête. Hop. Hop. Bon. Vous aurez peut-être vu des trucs, par contre. On ne sait pas lire. C'est pour ça que vous êtes sur Twitch. Vous, là, les gamers, là, sur Twitch, vous savez pas lire de toute façon. Alors, la Bullet Train, j'avais vu en vrai, on en avait parlé en septembre. J'ai vu sans filtre, du coup. J'ai vu sans filtre. Voilà, la Palme d'Or 2022. J'ai vu sans filtre, c'était cool. C'était très cool. C'était... Effectivement, je sais plus qui dit... On en parlait là. Ah, mais c'était quand il y avait Julien. La scène de vomi. Alors moi, j'ai le mal de mer. je pars dans tous les sens. Il n'y a plus aucun sens dans comment... Je vous fais pas le pitch, rien du tout. Juste, je vous dis, j'ai le mal de mer. Et ça se passe la moitié du film sur un bateau. Et il y a un moment où tout le monde est malade. Du coup, j'étais pas hyper bien non plus. Non, bah... on va suivre... Ah, d'ailleurs, j'ai appris que l'actrice, elle était décédée. Elle était vraiment bien, hein, franchement. C'est triste. Charles Bidin, je crois que c'est ça, du coup. Ouais, elle a décédé le 29 août à 32 ans. Donc on va suivre ce couple d'influenceurs. Elle est mannequin et influenceur. Ah ouais, elle est... De quoi? Je sais pas de quoi elle est décédée par contre. Carl Bidin. Charles Bidin. Oh les cookies, laissez-moi tranquille. Alors, compte rendu de la cause de son décès est toujours en attente de résultats de l'autopsie, bien qu'une infection pulmonaire virale ait été diagnostiquée. Voilà. On n'en saura pas plus. En tout cas, elle s'est pas suicidée ou ça n'a pas été un assassinat visiblement ou un truc comme ça. Je sais pas. Donc oui, on va la suivre, elle et son mec qui sont mannequins, mais slash influenceurs, dans un monde, du coup, dans ce monde-là, c'est plutôt la femme qui gagne beaucoup plus dans le monde du mannequinat, qui gagne plus d'argent que l'homme. Du coup, ça crée une dynamique un peu particulière dans leur couple. Parce que elle a plus de contrats, même en tant qu'influenceuse, vu que ça a l'air d'être des influenceurs voilà, hein, qui postent des photos d'eux sur Instagram ou ce genre de choses. Pareil, elle décroche des contrats beaucoup plus importants, donc lui il se retrouve souvent le petit ami qui la prend en photo. Il y a ce truc de relation un peu malsaine. Lui il est fou amoureux d'elle, elle lui dit un peu que c'est bon pour eux deux, pour leur carrière, qu'ils soient en couple. Donc on n'arrive pas trop à comprendre si elle l'aime bien quand même, si elle est amoureuse de lui, ou si juste... voilà, si c'est son ego, ou si vraiment elle se sert de lui, voilà. Et ils vont être... elle va être invitée
grâce à son boulot d'influenceuse sur un yacht de croisière vraiment de luxe où il y a vraiment que des milliardaires, genre PDG de grosses entreprises, un mec dans la tech et tout, genre voilà. Des mecs, des PDG d'entreprises dans l'armement, ce genre de truc, que des milliardaires russes, quoi. Vraiment, ça, c'est pas trop, même si eux, ils sont aisés en tant qu'influenceurs, mannequins, pas le même milieu social quand même non plus. Hein. Et du coup, c'est assez drôle de voir déjà eux comment ils sont dans cette ils sont pas vraiment dans leur élément, ils sont pas vraiment à leur place, même si d'extérieur eux c'est les plus beaux, c'est les plus jeunes, on pourrait croire comme ça que c'est eux qui ont les signes extérieurs de richesse les plus évidents, mais en fait non. Et à un moment, il va y avoir une tempête. Il va se passer un événement. Ils vont se retrouver il y a la tempête et après du coup il y a derrière un attentat ou des pirates qui s'en prennent au bateau et ils vont échouer sur une île et là il y a encore avec les personnes qui vont échouer sur cette île des rapports de force qui vont un peu s'inverser entre les personnes qui normalement étaient le plus haut placées et qui là quand on se retrouve sur une île déserte ne savent rien faire et les personnes par exemple une personne en particulier qui était employée sur le bateau et qui va beaucoup plus savoir se démerder pour trouver à manger, etc. etc. Et donc c'est un film extrêmement politique là-dessus, hein, sur les différences de classe et sur le mérite, hein, sur le mérite et sur... est-ce que les personnes qui sont très très riches, c'est parce qu'elles savent vraiment faire plein de trucs de fou? Bon, peut-être pas forcément. Voilà. Après, il y avait quand même des trucs de rythme, moi, que j'ai trouvé un peu... Comment dire? Qui ont fait que je m'attendais peut-être à un peu plus du film. Là, il y a vraiment eu... Il y a 3 parties en fait dans ce film et j'ai trouvé qu'elles étaient là toutes également traitées, également rythmées. Mais sinon, c'est un très bon film. N'hésitez pas à le regarder. Hein. Après, heureusement que j'ai pas vu beaucoup de films parce que je vais parler pendant 3 heures. J'ai vu L'Innocent de Louis Garrel qui a eu des bonnes critiques, hein, il me semble, de ce que j'ai vu. Donc, un film de Louis Garrel avec Louis Garrel et qui se passe à Lyon. Je me suis dit, voilà un film pour moi, une petite comédie. Et en vrai, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était un peu poseur sur certains aspects. Mais par contre, les acteurs, je les ai trouvés très cool. Je trouve que Louis Garrel, c'est des rôles qui lui vont bien, là, le rôle qu'il incarne. Noémie Merlan, je l'adore. Je disais, il était très bien. Et même, du coup, Anouk Greenberg, qui joue sa mère, elle était très rigolote aussi. Donc, en gros, on suit... lisons le synopsis, est-ce qu'il est bien? Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique, épaulé par Clémence, sa meilleure amie. Il va tout faire pour essayer de la protéger, mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. Ouais, c'est assez léger, au moins ça vous spoil dans rien. C'est vraiment ça, un braquage. Il va avec des personnages qui... Abel et... comment elle s'appelle?
Clémence. Des personnages qui sont pas du tout dans le milieu du banditisme, qui vont être embarqués malgré eux là-dedans. C'est aussi une histoire d'amour. C'est une comédie. Là, pour le coup, je trouvais que le film était bien rythmé, que c'était assez drôle, que c'était... c'était pas drôle, c'est pas genre drôle à exploser de rire, hein, mais voilà, c'était bonne ambiance, quoi. Sympa. Par contre, il y a des trucs où... je crois qu'il filme... Il y a du grain, donc je pense que c'est filmé à la pellicule. Il y a des matières... Des façons de mettre en scène un peu à des moments, je dirais un peu nouvelle vague. Je connais pas grand chose, hein, donc vraiment des trucs qui empruntent à différents genres et sûrement un peu le film de braquage d'une certaine époque. Voilà, mais du coup j'ai trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient un peu poseurs, voilà. Mais si on arrive à pas regarder ces choses-là, ou si on arrive à apprécier ces choses-là, ces éléments de mise en scène, le film se tient, le film est sympa, le film est bonne ambiance. Voilà, on en sort, on est en meilleure forme que quand on est allé voir Sans filtre, quoi. Donc, c'est une comédie France Inter, voilà. C'est une comédie France Inter. C'est pas une comédie... c'est pas une comédie avec Franck Dubosc. Voilà, si vous voulez pas aller voir Plancha, vous pouvez aller voir L'Innocent. Bon, il y a beaucoup plus de monde qui sont allés voir Plancha. Ah là là, Télérama a mis un petit je kiffe. C'est une comédie Télérama et France Inter. C'est le public. Et enfin, je suis allée voir une comédie plus... pas plus Plancha, mais... moins France Inter, puisque je suis allée voir Jack Mimoun. Attends, on n'a pas débrief avec Thomas, parce qu'on est allés ensemble. Parce qu'on est allé le voir parce que c'est scénarisé par Florent Bernard, Flaubert, non, je vous avais parlé... qui fait le podcast, qui a scénarisé plein de vidéos du web et tout. Rien que le titre, ça va te dire Jack Mimoun et Secrets de Valverde. Elle est trop bien, Joséphine Japy. Vraiment, elle est trop bien. Bah après, Joséphine Japy, Jérôme Commander et François Damiens, ils tiennent bien la route. Même Benoît Magimel. Bon après voilà, Manik Bentala, il a pas masse de... il a pas un répertoire incroyable, voilà. Dans son jeu d'acteur. C'est-à-dire que heureusement qu'il a il a un faciès sympathique parce que voilà. Voilà, Malik fait du Malik, c'est pas... Mais bon. Du coup, c'est rien... En fait, je pense que je vous mets l'affiche et vous comprenez l'histoire, quoi. C'est un hommage à tous ces films d'aventure d'Indiana Jones, ou voilà. Ou comment il s'appelait ce héros, là, aussi de films... tous ces films d'aventure qu'on a regardé quand on était gosse. Et je trouvais que le film est assez bien rythmé. Je trouve qu'ils ont réussi quand même à un truc assez fou de faire un film de Alan Quatermain. Ou... je sais pas, vraiment cette Benjamin Gates et tout, ouais. Jack Burton dans les griffes du mandarin. Il y a vraiment voilà, un hommage à tous ces films, et c'est un film français qui fait du vrai film d'aventure. En vrai, c'est un vrai film d'aventure. C'est d'abord... c'est une comédie, mais ça reste
un truc qui se tient. Même si tu te demandes pourquoi le personnage de Joséphine Japy, au final, il fait ça, tu vois, enfin, elle a une motivation, mais c'est un peu... c'est un peu un prétexte, quoi. Mais ça se donne les moyens, on va dire. Il y a du décor, il y a des rebondissements, il y a les personnages clichés, il y a tout ce que vous voulez. Vous y allez, vous posez votre cerveau, et après, voilà, vous passez un moment sympa. Et vous oubliez que Malik Bentala, c'est pas le plus grand acteur du siècle, quoi. Je pense que c'est un bon film à regarder en VOD un dimanche après-midi quand il pleut. Ou un soir de Noël ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Parce que c'est pas hyper bien noté non plus là, hein. Je vois 12,3. Classique même pour parodie, c'est un petit côté Picsou Magazine. Ouais, en vrai c'est un peu un truc comme ça là. Putain. Moi c'est moi. Crocodile Dundee. Ah oui, putain, Crocodile Dundee. Voilà. Comédie d'aventure qui nous met sur des rails parcourus des dizaines de fois. Ouais, ça c'est clair. Hein. Ce n'est pas les quelques gags de Flaubert qui viennent remonter le niveau d'un scénario vraiment trop contenu. Ah ouais, par contre, vous aurez aucune surprise. Ça, faut pas s'attendre hein, à de la surprise. Hein. Zéro... je pense que d'ailleurs, c'est même pas l'intention. En fait, ce que, on va dire, j'apprécie dans ce genre de film... et pour ça, pourquoi je suis plus tolérante envers ce genre de film qu'envers certains autres, c'est que pour moi, c'est des films qui sont honnêtes avec ce qu'ils veulent faire et qui ils prétendent pas faire autre chose. Ils essayent pas de mettre du fond particulier pour dire regardez, on dénonce des trucs ou quoi que ce soit. Dans la promo, c'est pareil, c'est honnête dans la promo. Enfin voilà, c'est pour ça. Mais j'avoue, Joséphine Japy, elle est super... bon, déjà, elle est trop belle. Et bon, bah moi, forcément, Mon Inconnu, j'ai adoré ce film. Film romantique, trop bien. Et les deux acteurs principaux sont incroyablement beaux, quoi. Enfin, t'es amoureux des deux, quoi. François Civil... François Civil dans ce film, pareil, t'as trop envie d'être avec lui, quoi. Moi, j'ai envie de faire un trouble avec François Civil et Joséphine Japy dans Mon Inconnu. Hop, et voilà, et quand même... On va pouvoir parler... le mois prochain, on va pouvoir reparler de deuxième partie du documentaire sur Orelsan. Parce que j'avais adoré la première partie et j'ai des trucs à dire sur la deuxième. J'ai fini The Office. J'ai fini The Office. Ça fait des mois que je regarde que The Office comme série. Voilà. Je peux passer à autre chose dans ma vie. Je peux passer à autre chose. C'était un peu long la fin. Mais bon, bah voilà, maintenant c'est bon, j'ai toutes les refs. J'ai toutes les refs, merci. The Office, la version US. Merci de me féliciter, c'était une implication. Le début a été très très vite bingé. La fin, ça a été plus long à regarder, quoi. Mais bon, c'était quand même incroyable. C'était quand même incroyable, même si... Mais en vrai, moi, je trouve qu'il y a... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent juste les 2 dernières saisons. Moi, je trouve qu'il y a quand même un coup de mou au milieu. Hein. Je trouve que vraiment, c'est vraiment les premières saisons qui sont incroyables. Hop... Parks and Recs, mais oui, mais moi, j'ai un peu envie de regarder, mais je pense qu'on va faire une pause dans les sitcoms. Et surtout que j'ai aussi envie de regarder
J'ai aussi envie de regarder les trucs là, l'orgue le truc du Seigneur des Anneaux et Game of Thrones là. Que on se permettait pas de se mettre dedans parce que trop à faire avec The Office. Qui est censé être un spin-off mais est devenu une série en part entière. Ah ouais. Hop. Et sinon, est-ce que j'ai fait des trucs, des trucs intéressants en octobre, autres culturellement? J'ai fait la démo du jeu Triangle Strategy. J'ai pas poursuivi parce que j'avais pas 60 € à mettre dans un jeu. Je pourrais vous parler de la Biennale d'art contemporain le mois prochain, parce que j'ai fait ça hier. J'ai enfin bougé mes fesses pour aller regarder un peu la Biennale. Et je suis concert du V en octobre. Concert à l'Altony Garnier. C'était très cool, à part que j'étais d'une humeur où je voulais me friter avec des gens. Ce jour-là, ça m'arrive. Il y a des moments, je suis zéro tolérance. Je suis madame psychorigide à des moments. Et j'avais envie de taper les gens qui voulaient pogoter. Et j'avais envie de taper les gens qui fumaient à côté de moi. Donc après, j'ai essayé d'être dans le lâcher-prise et juste kiffer le concert. Mais voilà, c'était très cool. Et en plus... c'est un concert qu'on attendait depuis depuis le Covid. En fait, je devais y aller le voir en mars 2020. Pogoter sur Val. Ouais, il y avait des gens qui étaient à fond, qui voulaient grave pogoter. Faut passer au DK, ouais, dans ces moments-là. Ouais, il y a des moments où j'ai envie de me battre. J'ai l'impression que... je sais pas si je vous avais dit, je sais pas, je pense que j'ai des problèmes, faudrait peut-être que je me mette à des sports de combat, mais en plus moi je suis nulle pour me battre. Mais j'ai besoin de temps en temps d'extérioriser une colère, je ne sais pas. Mais une fois je m'étais reçu une baffe au travail par un gamin. Ça avait été compliqué, il y avait eu plein de problèmes. Et le truc que j'avais eu très peur, c'est que j'avais senti la colère monter et l'envie d'aller me frapper avec lui, alors que le gamin... Enfin voilà, je suis pas très grande et il m'arrivait là, hein, donc il était plus petit que moi. Donc là, je me suis dit non, non, ne tape pas un enfant. Fermons la porte et faisons redescendre un peu cette colère. Hein. Donc non, et Vald c'était très bien. Et Vald, j'aurais dû le voir en mars 2020 en concert, et vous savez ce qui s'est passé en mars 2020. Donc c'était un concert très attendu pour ma part. Et que des bangers, hein. Il a fait que ses tubes, tous ses tubes. Donc je suppose que pour les personnes qui aiment les morceaux un peu plus posés, qui aiment ces morceaux très engagés et tout, c'était pas le meilleur concert de leur vie, mais d'où l'ambiance un peu pogo à des moments et tout. Enfin, les gens, je pense qu'ils avaient envie de faire la fête, hein. C'est pour ça qu'ils clopaient à mort, qui pogotaient et tout. Ouais. Mais les gens, j'ai l'impression que les gens cherchent à pogoter sur tout et n'importe quoi. Et à part ça, c'est tout. Oh! Regardez qui veut bien vous dire bonjour. C'est Croquette. Croquette. Voilà. Bon, je vais clore pour YouTube. Et voilà YouTube, c'est fini pour le bilan culturel du mois, ça a été encore long, mais n'hésite pas à venir me rendre visite sur Twitch. Là on peut discuter, c'est un peu plus sympa, le temps passe tout de suite plus vite, et on se revoit le mois prochain pour le bilan culturel du mois de novembre. À bientôt.